Bonjour, je suis Etienne Gandou, développeur informatique. Je reviens une fois de plus pour vous parler de ma dernière application que j'ai développée qui s'intitule Lawyers, Cases and Bills. Cette application tourne autour du fonctionnement d'un cabinet d'avocats. Que retrouve-t-on dans un cabinet d'avocats? Nous retrouvons des avocats bien sûr, et que font-ils? Ils traitent les affaires. Et ces affaires, lorsqu'elles sont traitées, donnent lieu à une facturation. Et ça vient au bout, c'est le dernier module qui vient au bout en fin de développement de l'application. Et la manière dont ces applications, la manière dont ces affaires sont facturées est étroitement liée au statut de ces avocats. C'est-à-dire un avocat qui est par exemple un senior, c'est un avocat qui travaille depuis longtemps là, qui est plus ancien, il va peut-être demander 500 € de l'heure sur une affaire. Ça ne sera pas le cas pour un junior qui est un débutant. Lui, il facturera peut-être 50 ou 100 € de l'heure pour traiter une affaire. Et nous sommes ici dans une relation de type qu'on appelle de plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire un avocat peut traiter plusieurs affaires, comme une affaire peut être traitée par plusieurs avocats. C'est ce qu'on appelle, c'est le concept des relations de plusieurs à plusieurs, ce qui concerne les tables dans une base de données. Pour ce qui concerne le langage de programmation utilisé ici, c'est C# comme d'habitude que moi j'utilise. Et l'architecture qu'on utilise, c'est une architecture à plusieurs couches. Et pour les bases de données, c'est SQL Server comme je l'ai dit. Je vais d'abord vous présenter l'application en elle-même et puis je reviendrai à la fin pour parler, essayer d'avoir un feedback par rapport à ceci et expliquer quel était le but de notre démarche, parce qu'il est toujours important dans le cas d'une application comme on la présente ici d'utiliser un use case, un cas qui ressemble à la réalité, mais voir comment cela peut être automatisé et comment cela peut être utile dans une entité comme un cabinet d'avocats, que les opérations qui sont traitées peuvent être enregistrées et faire l'objet d'un suivi assez rigoureux. Voilà, trêve de bavardage, on va directement aller voir l'application, comment elle a été écrite et comment elle tourne. Bienvenue à notre nouvelle application qui s'intitule Lawyers, Cases and Bills. Donc il s'agit des avocats, les affaires et la facturation qui s'ensuit bien évidemment. Ceci est la page d'accueil, c'est la page d'accueil lorsque l'application est lancée et nous arrivons sur cette page. Et ensuite vient dans ce menu, nous allons voir ceci est la grille qui représente le nombre des avocats qui travaillent dans ce cabinet. Ainsi, nous avons, c'est une sorte de fiche signalétique qui reprend les informations sur chaque avocat. Nous avons ici les noms complets, la date de naissance, la qualification, la spécialité et un certain nombre d'actions qu'on peut appliquer à ces avocats qu'on ajoute dans la liste, c'est-à-dire on peut modifier les informations sur la fiche signalétique et on peut également les supprimer. Et dans ce cas-ci, j'ai préféré placer des icônes au lieu de mettre des lettres comme modifier ou bien supprimer. Lorsqu'on clique ici par exemple, on les voit donc, nous avons la possibilité de modifier les informations par rapport à cet avocat. Et on peut changer ici par exemple, voilà sa spécialité. On peut l'amener à immigration et voilà, lorsqu'on le fait, voilà, la spécialité est changée, elle est maintenant à immigration. Et notre grille ici reprend à peu près 10 enregistrements donc pour le nombre d'avocats. Donc ici c'est le point de départ. Nous plaçons les informations concernant les avocats, leurs qualifications et les spécialités évidemment. Et comme nos avocats traitent des affaires, un avocat peut travailler sur une affaire ou plusieurs affaires et inversement, une affaire peut être liée à un avocat ou à plusieurs avocats. C'est ainsi que nous sommes dans ce qu'on appelle une relation de plusieurs à plusieurs. Et on va le voir ici. Comment est-ce que la liaison s'est faite? Nous avons ici nos affaires, parce que les affaires viennent bien après. Donc les avocats sont dans un cabinet et lorsque les affaires arrivent, les affaires leur sont assignées. Pour le cas précis ici, nous avons deux affaires. Nous avons Alibaba contre la République et les projets de 100 jours. Pour ces affaires, lorsque les avocats interviennent, c'est-à-dire ils font des actes. Et ces actes, ils posent des actes. Et ces actes font évidemment l'objet d'une facturation. Et cette facturation s'est faite en fonction du taux horaire que demande chaque avocat. Et nous allons voir ici, par exemple pour cet avocat,
par heure, il demande 250 €. Donc, c'est en fonction de son statut dans le cabinet. Si je prends par exemple un autre avocat comme celui-ci, lui, c'est 500 € de l'heure qu'il demande pour chaque acte qu'il pose sur une affaire. Et on va le voir sur cette affaire par exemple. Prenons par exemple l'affaire Alibaba. Nous allons l'allier à un avocat. Nous allons l'allier à cet avocat, oui, lui. Ici, ce qui est intéressant, c'est nous avons d'abord ici un aperçu de tous les actes qui ont été déjà posés sur cette affaire par différents avocats. Vous voyez, pour les cas Alibaba contre la République, voilà les actes qui ont été posés par différents avocats. Il est possible qu'un avocat pose plusieurs actes sur une affaire, comme on le voit ici. Cet avocat, Étienne, il a posé plusieurs actes sur cette affaire. Mais lorsqu'il pose ces actes aussi sont en relation avec différents rôles. Ici, par exemple, l'acte qu'il a posé, c'était par rapport au... il a donné des conseils. Et ici, vous le voyez, dans le deuxième acte qu'il a posé, il a posé plutôt un acte de communication avec les clients et les juges. Supposons qu'il veuille poser un troisième acte, c'est toujours lui, il va poser un autre acte. Et dans ce cas-ci, je prends par exemple, il va interpréter les lois et les règles et la réglementation. Les statuts de l'affaire, l'affaire est toujours ouverte. Et il a commencé à 9h10 et supposons qu'il ait travaillé jusqu'à 13h25. Voilà. Le nouvel acte est créé, donc l'acte est créé ici. Il a interprété les lois et les règles et les régulations par rapport toujours à cette affaire Alibaba contre la République. Supposons maintenant qu'on veut connaître exactement où en sommes-nous avec ce qui doit être payé, parce que les cabinets doivent facturer par rapport à cette affaire Alibaba contre la République. D'abord, première chose intéressante ici, vous le voyez, nous avons ici un aperçu de toutes les affaires sur lesquelles les clients et les avocats ont travaillé et ce que les cabinets facturent par rapport à ces affaires. Parce que nous avons ici, j'ai placé ici une liste, ce qu'on appelle un drop-down list, qui me permet de filtrer la grille ici et de savoir exactement ce que je veux afficher par rapport aux affaires. Ici, nous avons un aperçu de ce que les cabinets facturent par rapport à toutes les affaires sur lesquelles les avocats ont posé des actes. Qu'il s'agisse de l'affaire maintenant Alibaba contre la République, et lorsque vous voyez, je prends cette affaire, les émoluments se montent. On voit ici les derniers actes que l'avocat a posé. C'est aujourd'hui le 11 août 2021 et il a travaillé de 9h10 à 13h25. Et tout ceci dure à peu près 4h15 et en fonction du taux horaire que lui demande par heure, donc cela représente le montant de 2125 €. Et sur cette affaire, le total que les cabinets peuvent facturer monte déjà à 12 726 065 €. Ceci représente le montant global pour les différents actes que les avocats ont posés sur cette affaire Alibaba contre la République. Et on va aller plus loin. Supposons qu'un avocat, un autre avocat, pose encore un acte. On va voir comment ceci va évoluer, les montants vont évoluer. Et je vais créer un nouvel acte qui est posé par... Je prends un autre avocat, je prends par exemple Ernest Miteo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit une recherche et une analyse. Et les statuts de l'affaire reste toujours ouverte. Il a travaillé à quelle heure? De midi 25 à 13h25. Ce qui fait 1 heure. Et on le voit, Ernest Miteo a été ajouté. Donc, qu'est-ce qu'il a conduit? Quel acte a-t-il posé par rapport à cette affaire? Il a conduit une recherche, une analyse sur les problèmes légaux. Et lorsqu'on va voir maintenant Dealings, Alibaba contre la République, on voit les derniers actes que Ernest Miteo a posé. Donc il a travaillé de midi 25 à 13h25, c'est 1 heure.
et on le voit, ce que les cabinets vont facturer par rapport à cette affaire, les montants grimpent et il arrive maintenant à 13 226 065 euros. Voilà, c'est un concept très intéressant qui montre comment est-ce qu'un avocat peut traiter plusieurs affaires et comment une affaire peut être traitée par plusieurs avocats et ce que cela donne. Et évidemment, puisque lorsqu'un travail est fait, il doit être payé et on le voit ici, hein, ce que cela induit à la fin. Et nous avons toutes les informations par rapport aux actes qui ont été posés, les dates, hein, vous le voyez, voilà, c'est les dates et l'heure à laquelle ceci a été fait, donc il a débuté. Et c'est très intéressant parce que ici, nous sommes dans une relation de plusieurs à plusieurs. Hein, comme je l'ai dit, je peux également, puisque au début, j'ai lié seulement une affaire à un avocat, mais dans ce cas-ci, je vais lier un avocat à une affaire. Voilà. Voilà. Pour cet avocat, Étienne, voilà toutes les affaires sur lesquelles il a pu travailler. Et je vais créer un nouvel acte qu'il va poser, mais ce n'est plus Alibaba contre la République, mais cette fois-ci, je prends les projets des 100 jours. Et quel rôle il fait? Il donne des conseils et les statuts de l'affaire. L'affaire reste bien évidemment encore ouverte. Et il a travaillé, il a commencé à quelle heure? Il a commencé à 9h10 pour finir à 14h10. Voilà, j'ai créé. Et vous le voyez, ici pour le cas de l'avocat Étienne, voilà tous les actes qu'il a posés sur différentes affaires. Dans ce cas-ci, vous le voyez, nous sommes dans le cas d'un avocat qui travaille sur une ou plusieurs affaires. Et tout au début, lorsqu'on a commencé, on a vu que nous étions sur une affaire sur laquelle plusieurs avocats peuvent travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle ici une relation de plusieurs à plusieurs. Et lorsque je vais vérifier ici dans les dealings, pour ce qui concerne les projets de 100 jours, vous voyez, je viens de voir l'acte qui a été posé par l'avocat Étienne Ngandou et il a travaillé de 9h à 9h10 à 14h10 et puisqu'il facture 500 euros de l'heure et cela fait 2500 euros donc qu'il facture par rapport à cette affaire. Et on va continuer. Je prends un autre avocat, je prends Joseph Nongue. Lui, il n'a travaillé pour le moment sur aucune affaire et on va les mettre aussi sur l'affaire, les projets des 100 jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété les lois et les règles. Quel est le statut de l'affaire? L'affaire reste encore ouverte. Il a travaillé de midi 25 à 14h10. Voilà, je crée. Voilà. Nous avons ici, pour les cas de l'avocat Joseph Nongue, il a travaillé sur l'affaire, les projets de 100 jours. Et supposons qu'il travaille de nouveau sur cette même affaire, les projets de 100 jours. Il va donner des conseils aux clients et l'affaire reste toujours ouverte. Il travaille de midi 5 à 18h par exemple. Voilà, on crée. Et voilà les actes que lui, l'avocat Joseph Nongue, pose sur cette affaire. Et lorsqu'on va dans la facturation, on va regarder l'affaire, les projets des 100 jours. On les voit. Voici les actes que l'avocat Joseph Nongue a posés. Ces actes sont ajoutés. Et en raison de ce que lui facture, ici il a travaillé pour 1h45 minutes. Ici, là c'était 5h55 minutes. Et vous voyez, à chaque fois qu'un acte est posé, eh ben, cela entraîne une augmentation du montant total de la facturation qui est exigé par rapport à cette affaire que les cabinets exigent. Voilà, nous sommes ici dans une... Vous le voyez très bien, nous sommes ici dans une affaire dans la présentation des faits qui induisent évidemment à la fin une facturation et à chaque fois qu'un nouvel acte est posé, cela induit une augmentation de la facture de ce que les cabinets peuvent facturer par rapport à une affaire. Voilà un peu
les projets en lui-même, hein, les flows, hein, l'analyse fonctionnelle, comment ils fonctionnent. Donc, c'est-à-dire, nous avons, je reviens à la page d'accueil, nous avons des avocats qui traitent les affaires et ces affaires induisent une facturation. Voilà, c'est tout simple. Donc, un avocat, quel est son travail? C'est travailler sur les affaires. Bon, son travail dans un cabinet, c'est il traite les affaires. Et lorsqu'il traite ces affaires font évidemment l'objet d'une facturation. Et cette facturation, elle s'est faite en fonction du taux horaire que chaque avocat demande, en fonction de son statut. Vous le voyez, c'est lui qui est par exemple partenaire, manager partenaire. Lui, son taux horaire, c'est de 500 €. Donc, il ne peut pas demander la même chose qu'un junior. Donc, un junior, ça veut dire c'est un débutant. Donc, quelqu'un qui débute, lui, par exemple, c'est 100 € qu'il facture de l'heure. Donc, cette facturation, elle est fonction du statut de chaque avocat et de ce que lui demande par heure. Donc, voilà un peu comment se présente l'analyse fonctionnelle. Bon, le projet en lui-même, l'analyse fonctionnelle est déjà fini, mais c'est les flots de l'application, comment elle fonctionne. Donc, c'est une petite application qui est assez simple, mais qui présente concrètement comment les activités dans un cabinet d'avocats peuvent être gérées et de manière digitale, hein, et conservées. Bon, ceci n'est pas la manière standard comment cela doit fonctionner. C'est juste une analyse fonctionnelle, c'est une approche. Il peut y en avoir d'autres en fonction de la réalité de chaque cabinet d'avocats. Ce que j'ai voulu présenter ici, c'est ces flots qui va de la création de la liste des avocats et puis viennent les affaires par la suite. Donc les avocats vont traiter ces affaires et ces affaires font l'objet d'une facturation à la fin. Et vous avez vu comment cela marche. Donc, et cela induit à une facturation qui montre un peu, voilà, hein, il faut bien que les affaires, ceux qui travaillent soient payés et on le voit. Par exemple, pour toutes les affaires ici, donc toutes les affaires, puisque ici nous n'en avons que deux, nous avons Alibaba contre la République et le projet de 100 jours. Et voilà ce que les cabinets facturent par rapport aux deux affaires qui sont encore ouvertes. Donc, le cabinet facture, ça monte à 20 134 098 €. Bon, c'est pour les actes qui sont posés. Vous savez, les avocats travaillent énormément, hein. Ceci n'est pas une présentation exhaustive. Les frais peuvent se monter à des montants extrêmement élevés, mais ceci est présenté uniquement de manière à titre illustratif pour montrer comment cela fonctionne effectivement dans un cabinet d'avocats. Et voilà un peu l'esprit de cette application, de cette petite application, et comment elle fonctionne et ce qu'elle présente, hein, ces concepts intéressants du fonctionnement d'un cabinet d'avocats. Donc nous avons, je me répète, les avocats, hein, lawyers, c'est-à-dire, et puis viennent les affaires, et puis de ces affaires découle, hein, la facturation, c'est-à-dire les bills, c'est-à-dire la facturation, comment est-ce que ces affaires sont facturées et qu'est-ce qui revient concrètement au cabinet d'avocats. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'application. Nous allons voir comment ce qu'il y a à l'intérieur du moteur, hein, qu'est-ce qui fonctionne, comment est-ce que les pistons, hein, et tout ce qu'il y a à l'intérieur et fonctionne. Et pour ça, nous allons voir dans Visual Studio. Très bien, notre solution comporte 4 projets comme on l'a dit. Les points de départ, c'est là où l'application est créée. Les points de départ, c'est d'abord créer ce qu'on appelle les entités de domaine. C'est le cœur même de l'application pour nous conformer à l'architecture que nous avons mis en place. Puisque viendra l'application qui va gérer l'interface, les projets qui va gérer l'interface graphique, c'est celui-ci. C'est un projet de type MVC, Model View Control. Et le point de départ, c'est celui dans lequel se trouvent les domaines d'entités et pour lesquels nous avons défini un certain nombre
Voilà, les points de départ, c'est ici où nous avons défini le domaine d'entité, où nous avons défini les différentes classes qui sont utilisées pour ces projets. Voilà, par exemple, ça c'est la classe. Ceci est la classe qui présente les avocats. Vous voyez, nous avons les noms de l'avocat, nous avons la qualification, ce qu'on a vu, hein, la date de naissance, les prénoms, les deuxièmes noms et ainsi de suite. Et un certain nombre d'opérations qui sont effectuées ici. Nous avons des méthodes. Et ceci sont des opérations qui s'effectuent pour la validation de l'input. Hein. Ce sont des méthodes qui valident les données qui viennent en entrée. Ici vient la classe qui représente, c'est la classe qui représente les affaires, hein, les cases. Hein. Voilà, nous avons la date de création, la date de modification, les statuts de l'affaire, la description de l'affaire en elle-même, les titres de l'affaire. Et il y a également la table qui représente la liaison, c'est-à-dire puisque nous sommes dans une, comme je l'ai dit, nous sommes dans une relation de plusieurs à plusieurs. C'est cette table qui reprend cette classe plutôt, hein, qui représente les relations, cette relation de plusieurs à plusieurs qui va présenter. Vous le voyez, nous avons des informations qu'on place à chaque fois qu'on crée les billings, hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'on crée les actes qui sont posés sur une affaire, c'est cette classe qui gère cela. Donc ça par exemple c'est le temps au moment où l'affaire démarre, hein, le temps et là c'est la fin. Et là c'est la durée qui est calculée. Cette fonction calcule la durée de l'acte qui est posé en fonction du temps de départ et du temps de la fin. Un mot par rapport à notre architecture qui reste la même. Je reprends ici la présentation que j'avais faite pour notre application Warehouse Management System. Pourquoi? Parce que l'architecture reste strictement la même. C'est peut-être au-dessus ici que il ne s'agit pas de Warehouse Management System, mais il s'agit plutôt du projet par rapport au cabinet d'avocats. Vous le voyez, tout au bas, nous avons la base de données SQL Server. Ensuite viennent Entity Framework. Et ensuite viennent les méthodes, hein, qui permettent de faire la liaison entre les entités de domaine et les bases de données. Et puis ensuite viennent les interfaces elles-mêmes. Et au-dessus, nous avons maintenant notre application qui représente l'interface graphique, hein, l'application qui est là, qui fonctionne. Et ceci est le fond de l'application tel qu'il se présente, hein, les schémas, l'architecture, comment est-ce que nous avons la base de données Entity Framework et l'esprit lui-même dans lequel l'application est écrite. Nous avons utilisé par exemple le concept qui s'appelle Automapper, hein, qui me permet de faire la liaison entre les DTO classes et les entités de domaine. Hein, les entités de domaine, nous les protégeons, c'est-à-dire nous les exposons pas. Et dans l'application qui représente l'interface graphique qui est du type MVC, nous allons recréer ce qu'on appelle des view models. Ce sont des classes qui représentent exactement la même structure que les entités de domaine. Et à chaque fois, nous allons transférer les contenus venant des entités de domaine vers les modèles view. Et on fait cela grâce à Automapper. Et un mot par rapport à l'architecture lui-même, puisque nous avons utilisé ces repository patterns. C'est un pattern qui est très intéressant, qui nous permet d'avoir une séparation claire entre les différents segments de notre projet. Comme on les voit ici, hein, nous avons les data context et ici, nous pouvons définir les différentes relations repository qui va définir les opérations pour ici, par exemple, sélectionner toute une liste de tous les enregistrements. Comme les enregistrements apparaissent par exemple sur la grille au départ, hein, on a la liste de tous les avocats, on a la liste de tous les cas. Ou bien ici on sélectionne un enregistrement par son ID. Ici on va insérer, ici on fait la mise à jour et là on supprime. Tout ceci c'est fait. Nous avons prévu un certain nombre de méthodes, hein, dans notre repository qui permet
de faire cela. Très important également, c'est le concept des Unit of Work qui nous permet de pouvoir travailler, puisque dans ce cas, si nous sommes pour cette application, nous sommes dans une relation de plusieurs à plusieurs, nous avons pu mettre en place un seul DB Context. DB Context, c'est le point de départ où l'application est lancée, puisque c'est lui qui permet de générer la base de données, puisque nous sommes dans Entity Framework Code First. On écrit les codes d'abord et puis la base de données est générée par la suite. Ici, nous avons pu créer plusieurs repositories, mais lorsque nous faisons nos actions sur ce qu'on appelle les CRUD, créer, lire, modifier et supprimer un enregistrement, eh bien, Unit of Work s'occupe de tout cela et il fait ça, il fait le travail à notre place. Il permet de gérer plusieurs repositories et pour un seul DB contexte. Voilà un peu sommairement les schémas, comment nous avons mis en place l'architecture de notre application telle qu'elle se présente. Tout ceci est fait pour nous amener à ces résultats finaux. Voilà, vous avez suivi l'application comme telle qu'elle est développée. C'est une application qui présente un cas concret, ce qu'on appelle un use case, dans un cabinet d'avocats, comment cela fonctionne. Et comment cela fonctionne. Ce n'est pas un cas générique, mais c'est un cas qui peut présenter. Cela peut être fait différemment, être présenté différemment dans un autre cabinet d'avocats, mais généralement, puisque la base de données telle qu'elle est, on peut l'étendre suivant les besoins du client et ce qu'il lui souhaite. C'est ça l'avantage. C'est ce qui est formidable avec la programmation, c'est qu'on peut s'adapter aux exigences du client et ce qu'il veut et lui proposer un travail qui correspond aux exigences dont lui-même a besoin. Mais quelquefois, on peut présenter des programmes qui sont génériques entre guillemets et qui remplissent à peu près toutes les fonctions dont les clients auraient besoin. Mais éventuellement, s'il veut plus, on peut toujours adapter et amener cela proche des exigences que les clients souhaitent. Parce que des fois, les exigences des clients sont irréalistes, mais on essaye de discuter, d'arriver à trouver un point de convergence pour arriver à présenter quelque chose qui soit acceptable et le plus important, que lui-même soit satisfait. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport à... Ça fait 2 ou 3 mois, ça va faire quelques mois que je présente mes applications. Comme je l'avais dit au départ, le but n'était pas de créer, de parler des concepts assez flous, que les gens ne comprennent pas. Parce que les premiers retours que j'ai eu, les gens disent c'est bien, c'est intéressant, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Comme je l'ai dit, Léonard de Vinci disait, la simplicité, c'est la sophistication ultime. C'est-à-dire, ce qui est simple, le travail qui est fait, ce qui est écrit derrière, ça c'est le travail du spécialiste. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est l'interface graphique, les résultats en sortie qui est présenté à l'utilisateur, et c'est ce qui est important pour lui. Ce qui est derrière, ce n'est pas son affaire. Mais comme on développe quelque chose, on l'écrit, souffrez que de temps en temps, qu'on parle de ceci, qu'on explique certains concepts, comment c'est écrit, pourquoi on a fait ceci. Le but n'est nullement d'impressionner. Ce qui me ferait plaisir, c'est de voir, d'avoir des retours par rapport à comment les codes est écrit. Est-ce que cela vous plaît? Je sais qu'actuellement, si vous allez sur Internet, on propose, il y a des publicités qu'on propose aux gens que vous pouvez apprendre à coder en 6 mois, en 7 mois. Oui, j'ai dit c'est possible. C'est possible. Moi, je crois dans les qualités des humains. Je pense qu'il y a des gens qui ont des qualités qui peuvent apprendre très vite. Donc, mais travailler de manière structurée, proposer quelque chose qui correspond aux besoins des clients, je pense que cela exige un certain cursus. Et cela exige une manière normalisée de travailler pour arriver au résultat final. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant, de bien. Oui, j'encourage ceux qui veulent apprendre à programmer. C'est très bien. C'est très bien. Mais c'est pourquoi je dis ça me ferait plaisir. Je ne veux pas que ceci se transforme en une sorte de monologue où je viens ici pour débiter des choses et puis à la fin quand on dit ah non, on a suivi, c'est bien mais on ne comprend pas. Ça ne me fait pas plaisir aussi. En tout cas, je vous le demande, si vous avez quelque chose, je voudrais entendre de vous aussi ce que vous pensez de ceci. Ça me ferait énormément plaisir et d'échanger avec vous. Puisque moi, en tant que développeur, on travaille à créer une interface qui soit la plus simple, la plus lisible possible
pour celui qui va utiliser. Parce que, comme on dit, hein, ce qui est simple, donc la simplicité, c'est la sophistication ultime. Il faut que celui qui utilise se retrouve. Il n'a pas besoin de tout ce qu'il y a derrière, mais des fois, il faut... Je l'ai fait pour montrer voilà, comment on arrive. C'est juste le travail qui est fait pour arriver au résultat final qu'on présente, hein, comment est-ce qu'on fait cela, et voilà. Donc le but n'est pas du tout d'impressionner ou de parler des concepts qui sont assez abstraits, et cela n'a aucun intérêt. Parce que je me répète peut-être, je dis, mais en tout cas, ce qui est simple, donc la simplicité, c'est la sophistication ultime. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Léonard de Vinci. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous fixe rendez-vous à la prochaine application, et surtout, faites-moi plaisir, je voudrais recevoir de vous des feedbacks, cela me fera énormément plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine.